Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo très particulière. On va vous parler d'un sujet assez sensible parce que c'est toutes les fois où on a failli avoir de gros problèmes jusqu'à la mort. Vous êtes beaucoup à nous demander quelle a été votre pire urbex, quelle a été la chose la plus dangereuse que vous avez faite. On va y revenir dans cette vidéo, on va vous parler des fois vraiment on a failli mourir, on est passé à 2 doigts de la mort. Et on va aussi vous faire passer un beau message de prévention parce qu'il n'y en a jamais assez et que ça va pouvoir vous montrer que l'urbex, il ne faut pas toujours y aller à la rigolade, il faut savoir rester sérieux et prendre ses précautions quand il faut. On va aujourd'hui parler de 4 histoires sur lesquelles on a pris vraiment beaucoup de risques, un peu trop de risques d'ailleurs, on s'en est rendu compte après que c'était très dangereux. Des risques inconscients surtout sur le moment. Exact. Pour cette première histoire, on va revenir sur l'une des premières explorations qui s'est passée au tout début de la chaîne dans un supermarché abandonné. Il faut savoir que dans la vidéo, moi j'étais pas présent, mais après que cette vidéo était tournée, on est retourné à 2 et on a exploré ensemble ce supermarché abandonné. Le problème pour explorer ce supermarché abandonné, c'est qu'il faut escalader une gouttière de plus de 15 mètres de haut. Au premier abord, on arrive devant cette fameuse gouttière et on se dit que finalement c'est une gouttière à escalader, c'est pas si dangereux que ça. Détrompez-vous parce que moi au final j'ai fait une mini crise de panique quand même sur la gouttière qui aurait pu me coûter la vie puisque en fait ces gouttières n'étaient pas si solides que ça et il y avait vraiment beaucoup de risques en fait. Elles étaient très rouillées, pas forcément accrochées au mur, même le mur sur lequel il y avait des fixations tombait un peu en poussière. Donc même si on appréhendait beaucoup l'escalade, on a quand même commencé à escalader ces gouttières abandonnées parce qu'en fait il y en avait 2 qui étaient collées où il fallait premièrement escalader sur une première gouttière, après aux environs de 10-15 mètres de haut passer sur la deuxième gouttière pour arriver sur le toit. Ce passage était d'ailleurs très dangereux. Il faut savoir qu'on n'est pas des professionnels de l'escalade, du coup on escalade généralement pour rentrer dans nos urbex, mais c'est jamais des hauteurs mortelles. Mais généralement on prend beaucoup de précautions pour le faire. À cette époque-là on était jeunes, on pouvait le dire, on était mineurs en plus, On se rendait pas du tout compte de la hauteur et du danger. Voilà, du coup on avait escaladé ces 2 gouttières. Moi je commence l'escalade à un moment, j'escalade, j'ai très peur. Je vais pas vous mentir, j'ai très peur, j'ai presque le vertige sur certaines hauteurs, sur certaines échelles. J'escalade et au bout de 10 mètres de haut à peu près, quand arrive le fameux moment décisif, on est censé passer d'une gouttière à l'autre qui sont espacées d'1 mètre, 1 mètre et demi, etc. Il faut vraiment faire un pas dans le vide et se raccrocher à notre gouttière, ce qui est très dangereux. Et à ce moment-là, mes muscles ne réagissent plus en fait. Les muscles commencent à tétaniser un peu parce que c'était la première escalade où je faisais aussi haut, sans sécurité, vraiment, où j'étais juste livré à moi-même. Du coup, une sensation très bizarre. Mes mains ils commencent à se crisper. J'accroche la gouttière très fort. Mes pieds, pareil, ils bougent plus, enfin, vraiment tous mes muscles commencent à se tétaniser. Et croyez-moi, quand vous êtes sur une gouttière à plus de 10 mètres de haut où seules vos mains vous retiennent d'une chute mortelle et que vous commencez à faire une crise de panique un peu, c'est très très flippant. Du coup, je commence à ne plus savoir quoi faire, je ne bouge plus pendant quelques minutes. J'étais le deuxième à passer, je crois qu'il y avait encore des personnes en bas, je ne sais pas si c'était en bas déjà ou pas, mais en tout cas des personnes qui étaient en bas, parce qu'au final on était 4 pour cette exploration, m'encouragent et me disent allez vas-y, t'inquiète, tu peux le faire, etc. Finalement c'est juste des mots mais ça rassure beaucoup quand on est dans des situations aussi stressantes que ça. Et j'ai réussi, après quelques minutes d'angoisse quand même, parce que c'était vraiment flippant, c'est la première fois que j'étais aussi haut, à faire ce pas à travers le vide, de continuer à escalader et de monter sur ce mur, sur ce toit. Après une escalade de 15 mètres de haut sur ces gouttières, j'ai réussi à le faire. Ça peut paraître peu pour certains explorateurs qui escaladent des grues, des choses comme ça, mais nous on le rappelle encore une fois, on est des explorateurs, pas des grimpeurs. Ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est que la gouttière donne sur la rue, donc il y a tous les passants qui nous regardaient, qui prenaient de temps en temps des photos. Nous on savait pas trop ce qu'ils comptaient en faire après, peut-être appeler la police ou quoi. En plus de ça, il y avait toutes les voitures qui passaient, donc ça rajoutait une dose de stress maximale. Et une fois en haut, tout était fini pour nous, on était ouais, on est dans le spot. Mais là, il restait le plus compliqué qui était de descendre. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la pire des parties parce qu'une fois qu'on est en haut, on doit s'élancer dans le vide pour rattraper la gouttière et faire tout le chemin inverse. C'est très très stressant. C'était sûrement une de nos expériences d'escalade les plus terrifiantes. Et juste se dire qu'en fait, lâcher une main, mettre un pied au mauvais endroit, ça peut entraîner à la mort. Bah, ça fait vraiment très très peur et au final heureusement qu'on s'en est bien sorti. Je sais pas si aujourd'hui en y retournant on serait aussi confiant, mais ça fait vraiment très très peur d'avoir ce danger de mort présent en fait sur une escalade pendant plusieurs minutes, quoi. Alors qu'à l'époque on s'en rendait pas du tout compte du danger. Et c'est là où en évoluant dans l'urbex, en continuant à en faire, on se rend compte des erreurs qu'on a pu faire et qu'on ne refera plus. Parce que là c'est sûr à 100% qu'aujourd'hui on n'utiliserait pas un tel chemin pour accéder à un spot. Escalader une gouttière de 15 mètres totalement rouillée qui peut se décrocher ou même vos mains qui ne peuvent pas les accrocher, c'est très flippant, on ne recommande évidemment pas de le faire. Et voilà, c'était une expérience où on a vraiment, ça aurait pu vraiment mal tourner. Pour cette deuxième histoire, on va revenir à une vidéo qui date d'il y a très longtemps aussi, je pense que c'était courant 2018.
cimetière de RER abandonné. Et là, on a fait une grosse bêtise. Vous avez été beaucoup à nous le reprocher. Vous aviez totalement raison, puisque c'était de l'inconscience pure. Et si jamais ça s'était pas passé comme on l'avait prévu, c'était fini, Gabriel et Corentin. C'était la mort sur le coup. Pour recontextualiser un peu, on venait d'arriver dans un cimetière de RER abandonné où étaient stockés 4 RER abandonnés côte à côte, mais ils étaient encore sur les rails et au-dessus des rails, il y avait donc les caténaires. On était dans un tunnel totalement désaffecté où on se disait jusque-là, il n'y a rien qui fonctionne ici, on est bon, on est sécurisé déjà, il n'y a personne qui va venir nous embêter. Et on commence à avancer, on voit qu'il y a des petites lumières sur le côté, mais sur le moment, ça ne nous met pas du tout la puce à l'oreille, comme quoi il peut rester de l'électricité. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on voit là? Il y a encore un feu allumé, donc là, il y a la lampe rouge qui est allumée, je ne sais pas si vous la voyez très bien. En effet, on voit des petits panneaux lumineux qui sont encore allumés, et surtout, en fait, il faut savoir qu'au bout de ce tunnel, ça donnait directement une gare qui était encore en activité, ou d'ailleurs, quand on allait juste à côté, on voyait des RER passer juste à pleine vitesse en face de nous, mais c'était pas là le danger de mort, parce que certes, on était face à des RER qui pouvaient clairement nous écraser si on passait devant, mais le danger n'était pas vraiment là, le danger était quand on a commencé à monter sur le toit d'un RER. Forcément arrive ce moment où on se décide à aller sur les toits des RER abandonnés. Et là, on commence à toucher trop rapidement un peu à tout. On touche au câble. Et là, c'est le moment où on aurait pu, ça est un peu cru, mais on aurait pu imploser et partir en feu et en fumée en une seconde. En effet, en montant sur le RER, on n'a pas fait attention qu'en fait, les câbles sur lesquels on se tenait, c'était les caténaires. Les caténaires sont des câbles qui sont, j'ai pas le chiffre exact, mais au moins à 20 000 volts. 20 000 volts, vous les touchez, vraiment le corps explose en fait. Le corps explose sous toute la tension qui passe en vous. Et nous, on s'est accrochés à ces câbles pour monter, pour passer sur le RER. Et heureusement qu'ils étaient désaffectés, ces câbles, parce que sinon, on n'aurait même pas pu poster la vidéo. Enfin, vraiment, la vidéo se serait arrêtée instantanément. Exactement, et juste en y repensant, ça fait un petit truc dans parce le que cœur, ça fait vraiment peur, parce que c'est juste se dire que, en fait, il n'y avait aucune raison que ces câbles aient été éteints puisqu'ils étaient vraiment reliés encore à des câbles encore en activité, et je pense que si on avait marché un peu plus loin et qu'on aurait touché différents câbles, on aurait pu complètement mourir en fait, parce que toucher des caténaires c'est une idée stupide, mais encore on en revient à des fois on était encore jeunes, on ne prenait pas encore tous les risques en considération. Voilà, une époque où on touchait tout à tout trop facilement. Maintenant, dans notre logique, une fois qu'on est en urbex, il y a beaucoup plus de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça on peut le toucher ou pas. Et comme quoi, c'est les erreurs qui nous font apprendre, parce que si on n'avait pas fait ces erreurs qui nous ont remis en question maintenant, peut-être qu'on tomberait sur le mauvais caténaire. Pour la troisième histoire, on va aborder un thème totalement différent parce qu'on va parler de champignons, de moisissures. Et pas n'importe quel champignon, un champignon que vous connaissez bien, la mérule. La mérule, c'est un champignon vraiment très destructeur, surtout sur les maisons en bois. Et il n'y a pas longtemps, on a fait une exploration que vous pouvez retrouver juste ici, où on a exploré un manoir de nuit. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était complètement infecté par la mérule. La maison est envahie par un champignon toxique, la mérule. Et la mérule, capable de décimer les plus grandes structures en bois imaginables. Aujourd'hui, il a infesté la demeure dans laquelle nous sommes, rendant le bois aussi solide qu'une éponge. Chaque jour, le manoir deviendra de plus en plus dangereux et les risques de passer à travers le sol augmenteront. Des hommes comme nous de 80 kg, ça passe à travers en quelques secondes et on a marché sur ces planchers. Il faut savoir que quand on dit que cette maison était complètement infectée par la mérule, c'était pas juste une pièce ou quoi, c'était l'entièreté de la maison. On ouvrait un tiroir, on voyait encore des filaments de mérule qui se baladaient à l'intérieur. C'était vraiment terrifiant, et on va arriver justement au moment où ça aurait pu mal tourner en fait, puisque quand on était dans la cave déjà, on voyait du plafond qui tombait en fait dans la cave, des morceaux de bois qui étaient complètement avachis. Et là, on n'était pas encore au courant que cette maison était infectée par la mérule, mais on commençait à se douter qu'il y avait un petit souci de dégradation. C'est à partir du moment où on arrive au rez-de-chaussée dans la cage d'escalier où on se rend compte que toutes les marches sont écroulées. On commence à se dire ah ouais, l'humidité a pas mal rongé la maison. Raisonnement logique jusque-là. Et c'est seulement en arrivant à l'étage, en voyant tous les champignons dans les murs, où on se dit c'est peut-être un peu plus que de la simple humidité. Regardez, voilà, ça c'est l'escalier, les amis. Il y a l'étage. Waouh, ça c'est beau. Le petit lustre. Et l'étage, on verra plus tard. Ouais, on verra en temps voulu. Oh, il est fragile le sol. Hein. Il faut savoir qu'en fait, au premier abord, c'est compliqué de différencier simplement de l'humidité et de la moisissure de la mérule. La mérule a des signes particuliers, par exemple des petits filaments qui se baladent, des champignons orange avec des taches blanches autour qui sortent, pas mal de petites choses comme ça. Et on n'avait pas tout de suite remarqué que c'était la mérule, on s'en est rendu compte un peu trop tard. Et en fait, heureusement qu'on a fait attention, puisque c'était une vidéo assez récente, donc récemment on fait toujours très attention à ce qu'on fait. Et à un moment, on avait exploré tout le premier étage, on avait eu heureusement pas de soucis, mais on s'est dit qu'on avait quand même envie d'en faire plus et on avait envie d'explorer le deuxième étage.
pour bien qu'on se rende compte à quel point la mérule est nocif, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui quittent leur maison une fois qu'elle est contaminée par la mérule, parce que c'est de un très coûteux de faire nettoyer sa maison, et de deux, c'est quasiment impossible de s'en sortir vivant, parce qu'il peut rester juste dans un tiroir un petit bout de mérule, lui va se repropager dans tout le bois de la maison et c'est l'événement qui va se répéter. Donc c'est vraiment très compliqué de s'en sortir de ce champignon. Et là ce soir, c'est nous qui avons eu du mal à nous en sortir parce qu'en effet, sous notre poids, les planchers se gondolaient, on sentait vraiment que ça appuyait à des endroits. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des zones où il ne fallait pas qu'on marche, à risque de passer à travers le plancher. Notamment le moment le plus dangereux, je pense, on aurait clairement pu passer à travers le plancher et je pense même se prendre un escalier sur la tête. C'est quand on a décidé de passer au deuxième étage où pour passer sur l'escalier en fait, il y avait un plancher où en fait dès qu'on a mis notre pied dessus, on a senti le plancher faire complètement ça. Vraiment il a pris 15 cm de profondeur. Très mauvais signe. Et on s'est dit ok d'accord, est-ce qu'on va vraiment au deuxième étage? Finalement on a pris quand même notre courage à deux mains, on est monté sur cet escalier. Mais très prudemment. Mais c'était incroyable puisqu'en fait l'escalier à chaque pas qu'on faisait, il tremblait sous notre poids et c'était vraiment terrifiant parce que juste quelques kilos en trop, on serait soit passé à travers le plancher, l'escalier, ou soit vraiment les murs nous seraient tombés dessus puisqu'il était vraiment infecté de fond en comble. Ou juste si on n'avait pas pris le réflexe de monter un par un et qu'on était monté à deux en mode ouais on monte direct à l'étage, bah là ça aurait craqué direct, alors qu'aujourd'hui on a des réflexes beaucoup plus logiques, on se dit on va tâter le terrain, on va vérifier, etc. Encore une fois, beaucoup de chance pour nous parce qu'on est encore en vie suite à cette exploration, alors que ça aurait pu mal tourner même si on a fait beaucoup plus attention que les précédentes histoires. Et aujourd'hui, du coup, on prend toujours un max de précautions avant de faire des urbex. On regarde toujours là où on marche, on regarde toujours dans quelle pièce on va, vraiment toujours faire attention à ne pas tomber sur quelque chose qui peut se détruire sous nos pas ou autre. Et la preuve, c'est que ça fonctionne parce que même si on a failli passer quelques fois à côté de la mort, mis à part ça, on s'est jamais blessé en exploration, donc c'est quand même un bon signe comme quoi on fait assez attention. Et on préfère toujours vous faire une vidéo les fois où on a failli mourir que la fois où Gabriel est mort en exploration, quoi. C'est plus amical. Voilà. Pour la dernière histoire, on va revenir à une vidéo qu'on a faite encore, on en a parlé juste avant, où on était dans ce fameux cimetière de RER abandonné. Mais qu'est-ce qu'il a pu se passer d'autre, autre que toucher les caténaires? Là, c'est une bêtise, vraiment, on n'était pas prêt du tout et on n'a rien fait du tout pour mériter ça. On se baladait à travers les wagons parce qu'il y a les portes, vous savez, pour rejoindre les wagons, sortir un peu dehors et repasser dans un wagon. Et donc on voyageait à travers les wagons via ces portes. Arrive le moment où la porte claque derrière nous, on se rend à la porte en face pour continuer dans le wagon. Elle est fermée. On retourne en arrière et la porte derrière nous est fermée. On va y accéder par la cabine de conducteur, je crois. Oh. Nous verrons bien la suite dans le prochain épisode. Oh. Et c'est là qu'on se dit qu'on est bloqué dans un wagon. On se dit mais c'est pas grave, on sort les téléphones. Voilà. Le problème dans cette expérience, c'est que on était sous terre, donc il n'y avait aucun réseau. Donc c'est-à-dire que si nous ne sortions pas de nos propres moyens de ce wagon, personne ne pouvait venir nous chercher, personne n'allait nous trouver. Ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est qu'il y avait beaucoup de wagons qui avaient déjà des vitres cassées, où donc c'est très facile de rentrer et de sortir. On était dans l'un des seuls wagons où il n'y avait pas de vitres cassées, donc vraiment aucun accès. Les portes de sécurité étaient fermées, il n'y avait pas de quoi les ouvrir vu qu'il n'y avait plus d'électricité. Et on était vraiment à 4 dans le wagon en mode bon bah il faut qu'on trouve une idée. Et généralement dans ce genre de situation, c'est un peu la panique qui prend le dessus. Premier réflexe que j'ai eu pour ma part, c'est de me dire on peut ouvrir aucune fenêtre. Du coup j'ai essayé d'ouvrir des fenêtres, les fenêtres étaient complètement bloquées, ce qui n'avait peu de sens. Les portes aussi bloquées, et du coup on se dit bah, je vais mettre des coups de pied dans une porte et peut-être que ça va sortir. Je lâche un coup de pied, 2 coups de pied, 3 coups de pied, rien n'y fait. Rien n'y fait. Là, c'était vraiment la panique parce que c'est toujours une situation qui n'est jamais arrivée. Et quand c'est une situation qui n'est jamais arrivée avant, forcément, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment se sauver de là, on se dit on va rester là toute notre vie. Et donc à ce moment de l'histoire, pour vous remettre un peu dans nos situations, on était bloqué dans un RER avec des fenêtres incassables, les portes fermées, sans réseau et personne qui savait qu'on était à cet endroit. Et avec rien avec nous à l'intérieur du wagon pour forcer, on n'avait pas accès à une barre de fer, accès à un extincteur pour tenter quelque chose. On était vraiment là comme des lapins dans une cage. Arrive le moment où on trouve, grâce aux forces qui nous restaient, le moyen d'ouvrir une petite fenêtre. Donc c'est vraiment les fenêtres qui s'ouvrent et on a ça d'espace, donc c'est vraiment pas très large. Ni une ni deux, je sors via cette fenêtre, je fais tout le tour et j'arrive de l'autre côté de la porte pour la réouvrir. Et on est enfin sauvé. Il faut savoir que pendant plus de 15 minutes, on avait paniqué dans ce RER à ne pas savoir comment sortir.
Au final, heureusement qu'avec cette force, on a réussi à ouvrir une fenêtre et à réussir à sortir de ce wagon. Mais au final, c'était un énorme coup de stress et vraiment le cœur battait fort à ce moment-là. Depuis, on fait toujours gaffe aux portes qui se ferment derrière nous. À chaque fois qu'on en ouvre une, on essaye de trouver un petit objet comme un coussin ou n'importe quoi pour bloquer la porte et pas qu'elle claque derrière nous, parce qu'on se rappelle très bien de cette expérience. Toujours un peu de paranoïa certes, mais c'est vrai que maintenant, dès qu'on prend une porte généralement à sens issue, des choses comme ça, on met toujours une petite barre de fer ou quoi pour se sécuriser et toujours avoir un moyen de revenir en arrière. Si on n'avait pas pu s'en sortir de cette façon, on aurait juste attendu l'arrivée de prochains urbexeurs ou de personnes de la maintenance des RER, mais ça aurait été beaucoup moins glorieux et sûrement très long. Donc on est bien content d'avoir pu en sortir. Voilà, on espère que vous raconter ces 4 histoires vous aura plu. Nous en tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Il faut savoir qu'il nous arrive toujours des petites histoires en urbex. C'est toujours très sympa de les raconter, comme ça vous savez un peu ce qui se passe derrière les coulisses. Voilà, on espère que ça aura pu faire un peu de prévention à ceux qui s'aventurent en urbex, à ceux qui veulent aller courir un peu partout dans des lieux abandonnés, parce que ça peut être vraiment fatal. En attendant, si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous fait vraiment super plaisir et ça nous soutient énormément. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram pour voir toutes les photos qu'on a pu réaliser durant nos explorations. Et on se retrouve samedi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Gabriel et Quentin. Bye bye.